Alors, grande bilan de matière. Nous avons vu comment équilibrer les équations. Vous avez des exercices à faire, corriger en vidéo sur YouTube pour vous auto-évaluer, pour préparer le contrôle de la semaine prochaine. Maintenant, passons au bilan de matière. Nous l'avons fait en TP avec le thiosulfate et le diiode. Alors, effectuer un bilan de matière, c'est déterminer les quantités de matière de toutes les espèces, à savoir réactifs et produits, qui ont été mis en jeu. Dans une transformation chimique, lorsqu'un des réactifs est mis en défaut, il disparaît totalement. C'est le réactif limitant. Alors, j'ai oublié de mettre des couleurs, donc vous prenez votre fluo et vous fluotez, s'il vous plaît. Bilan de matière, déterminer quantité de matière de toutes les espèces. Réactif mis en défaut, disparaît. C'est le limitant. En gros, quand il n'y en a plus, la réaction s'arrête. Nous en avions discuté avec les sandwichs. Lorsque un des réactifs est toujours présent à la fin de la transformation, il est dilué en excès. Donc, on prend le fluo et on souligne. Réactif toujours présent à la fin, en excès. Si les deux réactifs ont disparu, à ce moment-là, on parlera des proportions stoichiométriques. Donc, vous flottez deux réactifs disparus, proportions stoichiométriques. C'est-à-dire qu'à la fin de la réaction chimique, dans le milieu réactionnel, il ne reste que les produits. Je vous rappelle que vous pouvez faire pause à chaque instant. Les nombres stoichiométriques, nous l'avons vu en TP, c'est eux qui décrivent les proportions de la réaction. Donc vous flottez nombre stoichiométrique, proportion, réaction. On va prendre pour exemple un système d'avenir qui est la pile à combustible. Une pile à combustible, c'est la combustion du dihydrogène dans le dioxygène. Le dioxygène provient de l'air, donc il y en a suffisamment, et le dihydrogène provient de l'électrolyse de l'eau. Lorsque le dihydrogène brûlera avec le dioxygène pour la combustion, pour faire fonctionner le moteur, par exemple de la pile d'une voiture, eh bien il produira de l'eau. Donc par le pot d'échappement, il ne sortira que de l'eau, donc système non polluant. L'équation chimique de cette combustion est la suivante. 2 H2 gaz, donc 2 molécules de dihydrogène, plus O2 gaz, plus une molécule de dioxygène réagissent pour donner 2 molécules. Signification d'une telle équation. Une équation en bilan, elle se lit en entité chimique, mais aussi en quantité de matière. Ça, je vous l'ai expliqué précédemment. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre des fractions. Parce qu'autant une demi-mole ou 3/4 de mole, on peut les prélever. Autant une demi-molécule, 3/4 de molécule, on ne peut pas le prélever. Sur notre exemple, donc vous recopiez toutes ces petites phrases en pâte de mouche avec les bonnes couleurs. Vous avez vu que j'ai mis les coefficients stoichiométriques en couleur. Donc, 2 molécules de dihydrogène réagissent avec une molécule de dioxygène pour former 2 molécules d'eau. Si je prends 500 molécules de dihydrogène, eh bien, il m'en faudra 2 fois moins de dioxygène. Donc, 250 molécules avec un S, s'il vous plaît, de dioxygène pour former 500 molécules d'eau. Et puis, je pourrais prendre 602 fois 10 puissance molécules de dihydrogène. Et bien, à ce moment-là, il me faudrait 602 fois 10 puissance 23 divisé par 2, molécules avec un S, s'il vous plaît, parce que comme je fais des copier-coller, la faute se répercute, pour former 602 fois 10 puissance 23 molécules. Sauf que, dans un chapitre précédent, sur lequel nous avons passé du temps, nous avons vu que 602 fois 10 puissance 23 molécules ou atomes ou entités, c'est ce que le chimiste a appelé une mole. Au final, l'équation peut donc bien se lire en quantité de matière, à savoir que 2 moles de dihydrogène réagissent avec 1 mole de dioxygène pour former 2 moles d'eau. Merci de bien respecter le code. Réactif limitant, c'est le TP 21 que nous avons fait. Pour identifier le réactif limitant, il faut comparer les quantités de matière. Nous, on avait discuté avec les sandwichs.
Ça se passe tout seul dans votre tête. Sauf que là, ce n'est pas des chiffres évidents. Ce n'est pas forcément 6, 8, 12. Il peut y avoir des puissances de 10, etc. Donc, on a une méthodologie. Donc, cette méthodologie, il faut la recopier. Je pense que je vous ai laissé suffisamment de place. Une fois qu'on a le réactif limitant, ça va nous permettre de dresser le bilan. Donc, d'avoir les quantités de produits formés. Globalement, dans la vraie vie, c'est ce qu'on cherche à avoir. Quand on est industriel, on fabrique des médicaments, des savons, des parfums, du maquillage, on fait des réactions chimiques et on veut fabriquer quelque chose. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir prévoir les quantités de matière, de produits formés. Et donc, en amont, celle de réactifs à acheter. Alors, vous posez une équation générale. Petit a, c'est le coefficient stoichiométrique de l'espèce chimique grand A. Plus petit b, coefficient stoichiométrique de grand B, réagissent pour donner petit c grand C plus petit d grand D. On introduit dans le milieu réactionnel une quantité de matière Na et Nb. Donc on introduit les réactifs, ce qui semble évident. Voici la méthodologie. Vous devez tout recopier, je vous rappelle. On va calculer, pour l'espèce chimique grand A, sa quantité de matière divisée par le coefficient stoichiométrique, Na sur A. On calcule également la même chose pour l'espèce chimique B, à savoir Nb sur B. Là, en fait, on reprend l'exemple des sandwichs. Je vous avais dit, si j'ai 12 tranches de pain de mie et 8 de jambon, combien je peux faire de sandwich? Donc, très vite dans votre tête, vous avez pris les 12 tranches de pain de mie, 12 divisé par 2. Pour faire un sandwich, le coefficient stoichiométrique, c'est 2 tranches de jambon. Donc, 12 divisé par 2, ça vous a mené à 6. Vous avez également fait la même chose pour le jambon. Vous savez très bien que on met une seule tranche de jambon dans le pain de mie. Donc le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Donc si j'ai 8 tranches de jambon, je peux faire 8 sandwichs. Mais si j'ai 12 tranches de pain de mie, je ne peux faire que 6 sandwichs. Vous m'avez bien tous dit, bien évidemment, 6 sandwichs parce que j'ai pas assez de pain de mie. Bien là, on fait la même chose. Donc on calcule la quantité qu'on a initialement divisée par le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire de combien j'en ai besoin, et je compare les deux. Donc 3 cas vont se présenter. Si Na sur A est plus petit que Nb sur B, alors ça sera A le limitant. Il déterminera la réaction. C'est le cas de nos sandwichs. Si j'ai 12 tranches de pain de mie, 12 divisé par 2, ça fait 6. Je ne peux faire que 6 sandwichs. Il me restera sur les bras 2 tranches de jambon. Deuxième cas, Na sur A égale Nb sur B. Alors, il ne me reste rien. En chimie, on ne dit pas il ne me reste rien, on dit ce sont les proportions stoichiométriques. En quelque sorte, c'est A et B qui sont tous les deux limitants. Il ne reste aucun réactif à la fin. Il ne restera que des produits, c'est-à-dire que des sandwichs. Troisième cas de figure, Na sur A est supérieur à Nb sur B. Alors B sera le réactif limitant. Vous respectez bien le code couleur. Je vous rappelle que celui qui n'est pas limitant, c'est-à-dire s'il reste un réactif, il sera dit en excès. Exemple. On fait réagir 3 moles de dioxygène avec 3 moles d'ammoniac. Les produits obtenus lors de cette transformation chimique sont du diazote et de l'eau. Premièrement, écrire l'équation bilan. Di, ça veut dire 2, donc dioxygène O2, diazote N2, NH3, vous ne le connaissez pas, donc je vous le donne dans l'énoncé, et l'eau, tout le monde sait depuis la 5e que c'est H2. Alors, très vite, on va voir que, donc là, vous voyez que O2 et N2 sont des corps simples, donc on les garde pour la fin, parce que je peux mettre le nombre que je veux devant, ça ne bougera pas mon bilan de matière. Donc, j'attaque par les H. Côté réactif, j'en ai 3, emmené par l'eau de 3. Côté produit, j'en ai 2, emmené par l'eau de 2 indissociable. Donc, le point commun, si j'ai un lot de 3 indissociable, un lot de 2 indissociable, ça va être le chiffre 6. Donc, je prends 2 lots d'ammoniac et 3 lots d'eau. Donc, 3 fois 2, 6, 2 fois 3, 6. Je passe à ajuster les atomes d'azote. Alors, 2N, c'est parfait. Je passe à ajuster les atomes d'oxygène. Un lot de 2 indissociables côté réactif, 3 côté produit.
Donc, il me faudrait 3 demi-molécules de dioxygène. Puisque 3 fois 2 divisé par 2, ça fait 3. Vous connaissez la règle, je ne peux pas mettre de nombres décimaux, donc je vais tout multiplier par 2. Ainsi, mon équation ajustée, c'est 3 molécules de dioxygène qui réagissent avec 4 molécules d'ammoniac pour former 2 molécules de diazote et 6 molécules. Je vais passer au bilan de matière. Dans l'énoncé, on vous dit qu'on met 3 moles de dioxygène et 3 moles d'ammoniac. Donc ça s'appelle un mélange équimolaire. On met le même nombre de moles. S'il vous plaît, vous mettez 3,0 pour l'ammoniac en termes de chiffres significatifs. Donc j'applique la méthodologie. Déterminer le réactif limitant. Pour le dioxygène, je prends la quantité de matière initiale et je divise par le coefficient stoichiométrique. Donc 3 moles divisé par 3, ça fait 1 mol. Pour l'ammoniac, je prends la quantité de matière d'ammoniac introduite au début, 3 moles, divisé par le coefficient stoichiométrique 4. 3 quarts, ça fait 0,75. 0,75 est plus petit que 1, donc le réactif limitant, c'est l'ammoniac. On va en déduire la quantité de matière d'eau formée ainsi que la masse d'eau. Je vous ai demandé la masse pour faire un petit lien avec le chapitre 7 sur les quantités de matière. Une fois que nous avons déterminé le réactif limitant, tous les calculs se font avec sa quantité de matière à lui, puisque nous avons dit que le réactif limitant, c'est celui qui fixe la fin de la réaction. Donc vous m'écrivez bien en rouge. Donc là, il suffit de lire l'équation, maintenant que j'ai identifié le limitant. J'ai 4 moles d'ammoniac qui donnent 6 moles d'eau. Donc si j'ai N, c'est un petit n, le logiciel a mis par défaut un grand N de NH3, ça forme N de H2O formé. Le F, c'est pour former. Si je faisais un bilan de matière sur un réactif restant, je mettrais un petit R pour restant. J'effectue ma proportionnalité, ça veut dire que le nombre de moles d'eau formé, c'est le nombre de moles de NH3 qui a été introduit dans le milieu fois 6 quarts. Donc j'en ai mis 3 moles, donc 6 quarts fois 3, ça fait 4,5 moles d'eau qui ont été formés. La masse d'eau formée, eh bien c'est la quantité de matière, mais je m'aperçois, enfin c'est pas la quantité de matière, je m'aperçois que dans les données de l'énoncé, j'ai la masse d'une seule molécule d'eau. Donc la quantité de matière, je sais que les chimistes, ils regroupent 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques identiques dans une mole. Donc je multiplie par Na la quantité de matière. Comme ça, j'ai le grand nombre de molécules d'eau qui a été formé. Je multiplie par la masse d'une molécule. Je regarde du point de vue des unités, si tout ça c'est homogène. Donc une quantité de matière c'est en mol. La constante d'Avogadro c'est en mol moins 1 puisque c'est par mol. Donc mol fois mol moins 1, il ne me reste rien. Si je multiplie rien par des grammes, j'obtiens des grammes. Je cherche une masse, donc c'est homogène, une masse s'exprime bien en grammes. Une petite application numérique nous mène à 81 grammes d'eau avec 2 chiffres significatifs. Température et réaction chimique. Donc c'était le TP20, je l'ai fait avec une classe mais pas avec l'autre. Donc au cours d'une transformation chimique, on l'avait expliqué, on avait comparé à des constructions Lego. Donc des liaisons sont brisées. Il faut une quantité d'énergie pour séparer les atomes. À l'inverse, des nouvelles liaisons chimiques sont créées. Donc elles vont se créer par attraction, donc justement ça va être facilité, donc au contraire ce coup-ci ça va libérer de l'énergie. Pour savoir si globalement une réaction consomme ou libère de l'énergie, il faut donc comparer ces deux réactions de brisure de liaison et de formation de liaison. L'énergie absorbée ou libérée est échangée avec le système sous forme d'énergie thermique, c'est-à-dire que macroscopiquement on va voir la température avec un thermomètre du système évoluer. Alors là c'est un point vocabulaire. Il y a 3 cas à nouveau. Donc 3 couleurs de fluo.
Une réaction chimique qui nécessite un apport d'énergie, elle est dite endothermique, c'est-à-dire qu'elle va prendre de l'énergie à l'extérieur, donc au mélange réactionnel, vous allez voir la température qui va diminuer. Au contraire, une réaction chimique qui libère de l'énergie, elle est exothermique, donc si vous mettez un thermomètre dans le milieu réactionnel, sa température va augmenter. Et enfin, une réaction pour laquelle aucune énergie n'est libérée ou absorbée est dite athermique. J'ai dû effacer le mot. Et ça, je pense que vous l'aurez compris tout seul, plus la quantité de réactif est importante, plus la variation de température est importante. Suite à l'application de ça, vous ferez les exercices 3, 4, 5 de ma fiche pour la prochaine fois que nous nous verrons. Et je le complète bien sûr sur le cahier de texte. Bon courage!